et plus près de nous, plus proche de nous. La perception de la société humaine, c'est évidemment les vestiges de l'homme lui-même. Et les vestiges de l'homme lui-même, c'est, en archéologie, c'est les cimetières. Vous avez à gauche l'implantation de la station de métro Palais de Justice, en cours de fouille, qui est un cimetière, qui est implanté sur un cimetière, que vous avez à droite. Et contrairement à ce qu'on pense, un cimetière n'est pas quelque chose de figé, et surtout pas au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense. Le dogme de l'Église est en mouvement, et les pratiques sont en mouvement. Qui dit pratique, dit rituel, dit mentalité. C'est vraiment la façon dont sont enterrés les morts, c'est ce que pensent les vivants du moment. Et là encore, vestiges non conservables, ou difficilement mis en valeur. Évidemment, on récupère évidemment tous ces ossements, mais quelle mise en valeur pour ce qui nous touche de plus près. Et ces vestiges, ces ossements nous donnent des indications sur ce que pensaient les hommes du Moyen-Âge, mais aussi quelle est la composition de la population, à quel âge sont les décès, l'état sanitaire, le savoir médical. Vous avez en bas à droite un crâne avec un trou. Ce trou, c'est une trépanation, et c'est une trépanation qui a réussi, c'est-à-dire reprise de l'ossification après trépanation. C'est un crâne trouvé dans ce cimetière pour la fin du XIIe siècle. Donc des trépanations et des réductions de fractures qui peuvent être soignées. Là encore, vous allez avoir des textes qui vous parlent de médecins à la fin du XIIe siècle, mais aucun qui vous dira ce que fait le médecin. Pour transmettre ces informations, il faut les synthétiser. Et j'ai l'habitude d'expliquer le travail de l'archéologue comme un cocktail, un tiers de découverte, un tiers d'étude, un tiers de transmission. Et la transmission, c'est synthétiser toutes ces informations qu'on peut gagner sur ces opérations archéologiques. Et nous avons en cours un projet collectif de recherche qui vise à cette synthèse, alors plutôt orienté sur la topographie historique, mais qui s'appuie évidemment sur les apports de l'archéologie préventive, donc source de compréhension, sur le fonds cadastral de 1550. Alors ce n'est pas à moi d'expliquer la valeur des archives fiscales que nous possédons à Toulouse, qui nous permet de remonter sur des parcellaires très anciens, et évidemment la reprise des informations topographiques manuscrites. Nous utilisons tout ça, on remue un peu et on essaie de comprendre. Et ça nous donne, on peut avoir des éléments de compréhension synthétique. Alors je vais vous donner un exemple ici en cours, c'est un plan général pour le XIIIe siècle de ce que j'ai l'habitude aussi d'appeler la topographie de la charité. Ce sont les implantations, repérées des léproseries, ordres mendiants, hôpitaux. Et vous voyez que ces installations, ces institutions ne sont pas implantées n'importe où. Ils sont sur la périphérie, au sortir des portes, à l'endroit des fortifications. Et donc, la localisation de ces institutions qui participent à la société médiévale ont aussi leur raison d'être à ces endroits-là et pas ailleurs. Et c'est ce qu'il nous faut interpréter et comprendre. Autre exemple, mais un exemple, donc je vous ai montré un exemple général de synthèse, donc un exemple plus concret, plus réduit, c'est le site du Muséum d'histoire naturelle, fouille archéologique, donc lors du raménagement du musée, avec la découverte à gauche d'une rue médiévale, rue en galets de rivière, à Toulouse. Très belle rue, quasi neuve, c'est étonnant. Mais en fouillant cette rue, et les maisons, c'était fouillé par mon collègue Jérôme Briand, en croisant les données, on obtient à droite une topographie précise de ce quartier, de cette rue, et pour s'apercevoir que cette rue appartient en fait à un lotissement qui correspond à l'extension urbaine
fantastique et peut-être la plus importante de Toulouse à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, avec la création de ce qu'on appelle des bastitas, avec un T, et qui est un lotissement comme on le ferait aujourd'hui. Ces lotissements qui viennent à l'extérieur de la ville, donc au-delà de ses murs. Voilà, des exemples pour vous montrer que le patrimoine urbain d'une ville, pour une période donnée, s'étend bien au-delà des monuments ou des possibilités de mise en valeur. La connaissance d'une ville s'alimente tous les jours de nouvelles informations qu'il faut savoir gérer et interpréter à plusieurs niveaux. Comme il faut connaître le passé d'une personne pour savoir qui elle est, il me semble qu'une ville, à travers ses expériences passées, a besoin de ces expériences passées pour pouvoir se projeter. L'archéologie préventive, c'est-à-dire l'archéologie qui essaie d'anticiper la destruction, qui participe des travaux de l'urbanisme et non pas contre, n'est donc pas une simple contrainte patrimoniale occasionnelle, comme on a tendance à la présenter, mais surtout une source de compréhension et de gestion de la ville. Je vous remercie pour votre attention.